Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Nicolas Poussard est né à Amiens. C'est également à Amiens qu'il a fait ses études, et aujourd'hui, du haut de ses 24 ans, Nicolas est professeur de lettres près d'Abbeville, dans le collège de Nouvion en Ponthieu. Lorsqu'il avait 6 ans, Nicolas s'évadait dans des mondes qu'il créait de 1000 pièces à l'aide de ses jouets. Plus tard, il a développé un goût prononcé pour la lecture, faisant déjà naître en lui ce désir de faire rêver les autres. C'est dès l'école primaire que Nicolas s'est destiné au métier d'enseignant. Il adorait l'école et jouait souvent à imiter ses professeurs avec cette envie impérieuse de vouloir transmettre aussi bien des connaissances que des histoires et des émotions. Son parcours ne fait que commencer, mais il est heureux d'avoir déjà pu vivre plusieurs expériences depuis qu'il enseigne, et il en profite pour rassembler de nouveaux bagages, lui permettant de s'adapter et de faire évoluer sa pratique professionnelle. Son côté etc., c'est l'écriture. Nicolas est l'auteur d'une saga fantastique intitulée Tim Puckett et qui comportera 4 tomes. Vous voyagerez dans un univers fantastique à la fois étrange et drôle. Un véritable tourbillon de révélations sur la création du monde, la vie, les émotions. Précipitez-vous sur le premier tome qui s'intitule Le mystère de Dreamfield et qui est disponible depuis le mois d'octobre dans toutes les bonnes librairies ainsi qu'en ligne. Nicolas Poussard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner? Qu'est-ce que j'ai pris ce matin au petit déjeuner? Comme tous les matins, moi je suis un grand enfant, hein. Je commence toujours ma journée avec du chocolat chaud, du pain avec du chocolat et mon petit verre de jus d'orange. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Nicolas? Alors mon enfance n'était pas si lointaine que ça, puisque comme j'ai 24 ans, voilà, je suis sorti il y a quelques années de l'adolescence. Mais sinon, j'en garde un aspect assez rêveur, hein. Lorsque j'étais petit, j'aimais beaucoup m'évader, que ce soit donc dans les jouets, dans les dessins, dans l'imaginaire aussi. J'aimais beaucoup lire. Donc j'étais quelqu'un de très rêveur, et de très solitaire, parce que j'aimais bien justement être un peu enfermé sur moi-même pour pouvoir m'évader de par mes propres ailes en fait. Donc je garde vraiment ce côté créatif, rêveur. Vous avez été quel genre d'adolescent? Alors il faudrait demander à mes parents, mais sinon non, je pense que j'étais assez sympathique quand même. J'ai pas eu de grosses crises d'adolescence. Non, j'étais facile à vivre quand même. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'écolier? Alors, si je devais choisir, alors un souvenir, je n'en ai pas un en particulier, mais non, je dirais que j'ai toujours aimé l'école en fait. J'ai toujours aimé retrouver mes camarades, mes professeurs, apprendre beaucoup de choses aussi. Puis comme j'étais un assez bon élève, j'aimais bien y aller pour apprendre quand même. Donc, j'ai pas un souvenir en particulier. Je dirais que c'est toute une succession de bribes de souvenirs mélangés ensemble qui font que l'enfance était l'une de mes belles périodes. En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé le choix du métier d'enseignant que vous exercez aujourd'hui? Lorsque j'étais petit, j'aimais bien en fait imiter. Bon, c'est un peu péjoratif imiter, mais je dirais que j'aimais bien quand même
faire des cours avec les personnes qui m'entouraient, donc aussi bien ma mère que mes proches. Et j'ai toujours voulu me mettre à la place en fait de celui qui enseigne des choses aux autres. J'ai toujours voulu avoir cette relation en fait avec d'autres personnes. Alors, j'imagine qu'apprendre à lire et à écrire a été pour vous le déclencheur de nouvelles possibilités d'expression. Est-ce que vous avez un souvenir précis de la période où vous avez clairement perçu qu'il fallait que vous écriviez des histoires ? Depuis que je suis petit, donc je lis le soir généralement. Donc c'était avec ma mère hein, dans le lit avant d'aller coucher. On lisait toujours des histoires. Et lorsque j'ai commencé donc à lire des histoires de Roald Dahl, de J.K. Rowling, ou, différents types d'histoires pour m'évader, je me suis dit ah bah tiens j'aimerais bien aussi un jour emmener des lecteurs à mon tour dans mon propre univers imaginaire. J'attendais un petit peu d'avoir la maturité nécessaire et puis le recul pour pouvoir écrire. Alors quand j'étais au collège, j'écrivais des petites histoires, voilà, sans imparfaites évidemment, hein, sans vouloir les faire publier par une maison ou autre chose. Mais j'attendais d'avoir la bonne idée et d'avoir aussi eh bien la volonté, le courage de le faire. Et c'est au lycée que les idées me sont venues comme ça, sans que je ne les vois venir. Donc un soir, avant d'aller coucher, j'ai eu des idées de parcs d'attractions. J'ai vu un personnage qui m'est apparu et c'est comme ça qu'ensuite, eh bien, je me suis dit ah bah tiens, je vais commencer à écrire une vraie histoire pour que les autres la lisent cette fois-ci. Et c'est seulement après que j'ai commencé à rêver, à me dire peut-être que cette écriture qui était au départ une passion juste pour des proches, pour des amis, peut-être que cette passion va devenir vraiment quelque chose d'ouvert à tous. Et donc, c'est par la suite que j'ai voulu me faire publier. La sortie de votre premier roman est encore récente et je le disais dans votre portrait, 3 prochains tomes sont déjà en chantier. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce format de la saga plutôt que de vous essayer à un roman unique ? Tout à fait. Donc, le tome 1 est sorti le 5 octobre dernier. Alors, au départ, le projet était assez ambitieux, il faut bien le dire. Lorsque j'ai voulu écrire ma propre histoire, je me suis dit, bon, je vais essayer d'écrire donc un one-shot, donc un livre unique, hein, une seule unité. Et finalement, lorsque j'ai commencé à coucher sur papier mes idées, je me suis rendu compte que mon idée de départ pouvait être développée sur plusieurs épisodes, sur plusieurs tomes. Et donc, je me suis dit, eh bien, je vais écrire une trilogie, même si c'est un peu ambitieux. Allez, je me lance, j'y vais. Et donc, avec l'éditrice, on s'est rendu compte que le premier tome était déjà assez conséquent. C'est pour cette raison qu'on a décidé de diviser en deux. Et au total, on est arrivé en fait à 4 tomes. Voilà. Donc c'est un peu ambitieux, je l'avoue, mais j'ai tellement eu d'idées, ça a tellement foisonné dans ma tête que je ne pouvais pas me limiter en fait à un seul tome. L'univers est tellement riche que ça ne pouvait pas être possible en une seule unité, quoi. Alors, ce premier tome, Le mystère de Dreamfield, est plein de références à Roald Dahl et Tim Burton avec Charlie et la chocolaterie ou encore Lewis Carroll avec Alice au pays des merveilles. Tous ces univers ont des aspects fantastiques, mais aussi parfois dérangeants. Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous faire réfléchir sur un certain désenchantement de la jeunesse actuelle ? Alors oui, vous venez de citer donc des grandes références qui m'inspirent depuis que je suis tout jeune. Donc on retrouve enfin, des références indirectes, puisqu'il n'y a pas vraiment de références, ils ne sont pas nommés dans le livre, mais en tout cas, il y a des personnages un peu farfelus, un peu loufoques, ou en couleur et complètement excentriques. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est créer vraiment des personnages un petit peu inoubliables. Alors vous parlez de la thématique de, de l'absurde, de personnages qui apparemment n'ont aucun sens, alors qu'au contraire, justement, ils permettent de nous interroger sur peut-être la place du rire. Est-ce que finalement le rire n'est pas un moyen pour dédramatiser les choses? Est-ce que les personnages qui sont toujours en train de plaisanter ne sont peut-être pas mal dans leur peau? Donc c'est vrai qu'il faut creuser un peu ce côté un peu loufoque. Et j'aime bien justement les œuvres qui a priori semblent complètement délirantes, mais derrière ce côté excentrique cache des réflexions beaucoup plus profondes. Et justement, dans ma saga,
je vais évoquer des thèmes que sont donc la mort, les souvenirs, les émotions, les liens entre les êtres humains. Et justement, c'est par ce côté loufoque que peut-être je vais emmener les lecteurs à s'interroger sur le sens profond des choses. Donc c'est un petit moyen de contourner peut-être l'aspect plus frontal du problème. Sans spoiler l'intrigue, on peut tout de même parler un peu du propriétaire de ce parc d'attractions dans lequel se déroule votre histoire. Cet excentrique Mr. Nuts est à la fois drôle et inquiétant. Vous pouvez nous brosser son portrait ? Donc le parc d'attractions dans lequel se passe une partie de l'intrigue de Tim Puckett est dirigé donc, par ce fameux personnage, donc Mr. Nuts. Alors il est un peu particulier parce que déjà physiquement il ne ressemble à aucun autre. Alors après, il est assez colérique, il a ses petits secrets, puisqu'il réserve des surprises aux adolescents, aux enfants, aux parents qui s'aventurent dans son parc. Euh, et il a plein de projets aussi, en plus de ça, pour des adolescents spéciaux, c'est-à-dire plein d'adolescents qui ont des défauts, et il va essayer de les guérir juste à côté de son parc, dans un établissement qui s'appelle le Clinic Hotel, et grâce à une expérience un peu révolutionnaire. Et donc tous ces projets, aussi bien dans le parc que dans le Clinic Hotel, qu'avec ses magasins de peluches d'ailleurs dans le monde entier, il les fait grâce à une substance qui serait présente donc dans l'univers, qui serait autour de nous, qui serait aussi en nous. Et c'est cette substance-là qui permettrait de répondre à plein de projets, plein de secrets en fait, qui remontent donc à la création de l'univers. Donc c'est un personnage inquiétant parce qu'il a des pouvoirs, il manipule peut-être les gens, et en même temps on se pose la question pourquoi il fait tout ça. Et j'aime bien justement dans le livre créer des personnages qui vont créer le doute chez le lecteur. Donc, est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Et justement, il y a peut-être pas de personnages ni noirs ni blancs. Peut-être qu'ils sont tous un petit peu gris, en fait. Ils ont une part de personnalité à la fois positive, à la fois négative. Donc, je ne peux pas en dire plus sur ce personnage-là. Quelles sont les passerelles que vous parvenez à établir entre votre rôle d'enseignant dédié à vos élèves et celui d'auteur dédié à vos lecteurs? Alors, je dirais que l'écriture a une part importante dans ma pédagogie. Par exemple, là, avec la classe de quatrième, nous avons un objet d'étude en français qui est l'étude des nouvelles fantastiques. Alors, moi, après avoir fait l'étude de certaines nouvelles, donc de Gautier, de Maupassant, d'Edgar Allan Poe, que sais-je, j'aime bien créer, par exemple, un atelier d'écriture. Donc, pendant une semaine et demie, je, je fais avec les élèves donc l'écriture d'une nouvelle fantastique. Donc ils se mettent par deux, ils créent leur histoire et j'apporte aussi bien mes connaissances sur le fantastique. Je leur donne aussi des indices sur comment créer des personnages, comment créer des rebondissements, comment créer des chutes à la fin de leur histoire. Donc je mets vraiment l'accent sur l'écriture. Après c'est vrai que comme je lis aussi beaucoup de romans young adult fantastiques de mon côté, j'aime bien aussi faire des références donc, dans mes cours. Alors bien sûr, certains cours se prêtent plus que d'autres, mais je fais toujours des passerelles, aussi bien dans les activités que dans les choix de textes que je leur propose, que dans les lectures aussi, les lectures plaisir que je donne aux élèves. Il y a automatiquement des influences de mon activité d'écrivain à côté. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelles raisons? Quand est-ce que j'ai ri aux larmes? Je ris assez couramment quand même, donc je ne pourrais pas lister la dernière fois que j'ai ri. Je ris avec tout le monde, donc aussi bien d'ailleurs hier qu'au collège avec des élèves qu'avec avec des collègues. Donc je ris assez facilement, donc je ne peux pas vous dire quand effectivement j'ai ri la dernière fois. Alors peut-être avec vous quand on a enregistré tout à l'heure, qu'il y a des petits problèmes techniques, mais sinon non, je ris assez souvent. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Alors en ce moment, je dirais que durant la période où j'écris la suite de ma saga, enfin que je réécris la suite de ma saga, je dirais que c'est le soir, ma période préférée, puisque après être rentré des cours, après avoir préparé mes séances, après avoir corrigé des copies,
aux alentours de 20h, 21h, je me penche sur ma saga, donc je réécris, je relis des passages. Donc c'est vraiment le moment de la journée que je préfère parce que je peux m'évader dans mon monde, dans l'écriture. Donc je dirais que c'est ce moment-là. Après, sinon, j'aime bien dire que tous les jours sont composés d'une succession de petits moments qui sont sympathiques. Donc je dirais que le matin, quand je me lève, je suis content parce que je sais très bien qu'il va se passer des belles choses, parce que tel jour, je vais faire telle activité avec les élèves. Après, le soir, je vais regarder une série, donc je vais être content de la regarder. Enfin, j'ai pas de moment en particulier, mais si je devais donner un moment tous les jours, ça serait le soir, voilà, pour le livre. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous, Nicolas? Quelle valeur? Je dirais la tolérance. C'est une valeur qui est importante de vivre ensemble. Aussi bien la tolérance en rapport donc avec les autres personnalités, hein, donc que je reviens toujours dans mon livre où je brosse le portrait de plusieurs personnages qui sont assez différents, aussi bien sur le plan physique, du plan des personnalités aussi, parce que chaque adolescent a des défauts dans mon livre, donc il faut accepter l'autre, accepter les défauts des autres. Avec les élèves aussi, c'est une valeur qu'on leur fait soulever souvent, aussi bien dans les cours que dans les autres disciplines. Vivre ensemble, mieux vivre ensemble, surtout dans le contexte actuel que l'on vit depuis plusieurs mois, un an maintenant, accepter de faire des sacrifices ensemble, de se soutenir mutuellement les uns les autres. Donc, la tolérance et le vivre ensemble, c'est important pour moi. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot écrire? Un mot. Alors, un mot, ce serait un peu difficile. Le mot écrire. Euh, le partage, puisque lorsque l'on écrit, c'est aussi pour partager ses écrits. Alors, certains vous diront qu'ils écrivent pour eux avant d'écrire pour les autres, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que j'écris pour partager mes idées, mais aussi partager des émotions, puisqu'on a envie que les lecteurs ressentent les choses qu'on essaie de leur faire passer. Donc aussi bien le rire, parce que j'aime bien aussi faire beaucoup rire, on en parlait tout à l'heure, les lecteurs, avec des personnages complètement loufoques, avec des répliques aussi qui sont assez savoureuses. Donc on aime bien les faire rire. Après, quand on est écrivain, on aime bien aussi les faire, peut-être pas pleurer, mais les émouvoir, les lecteurs, leur rappeler aussi des souvenirs d'enfance. Donc il y a des aspects plus nostalgiques aussi dans ma saga d'ailleurs. Donc partager, c'est important. Le lien entre écrivain et lecteur. D'ailleurs, un lien qui est un petit peu brisé malheureusement avec le contexte actuel, évidemment. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? Je dirais la compétence de m'adapter facilement aux autres. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, assez sympathique. Enfin, j'espère, je dis ça, mais j'espère être assez sympathique. Donc, je m'adapte plus ou moins à toutes les personnes, à toutes les situations. Donc, oui, je dirais ça. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui? Bon, comme je suis amiénois, je dirais, si je devais choisir une figure littéraire, je dirais, allez, je me mettrais dans la tête de Jules Verne, parce qu'il a tellement d'idées révolutionnaires que ça m'intéresse de voir un petit peu ce qu'il y avait dans son cerveau. Donc, faut-il encore que je puisse me mettre dans sa peau et dans son cerveau. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je veux dire une personne en particulier. Mais oui, en littérature, je dirais Jules Verne. Après, il y a tellement d'écrivains de talent que ce serait compliqué. En fait, il faudrait que je choisisse tous les jours. Donc, il faudrait que vous me donniez ce pouvoir-là tous les jours pour que je puisse choisir d'autres personnes. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir accéder à cette requête, mais effectivement, ce serait pas mal. Comment définissez-vous le succès? Alors, c'est vrai que c'est un bien grand mot parce que le succès pour beaucoup de personnes, c'est le succès avec beaucoup de gens qui nous soutiennent. Le succès, il y a le succès personnel. C'est-à-dire que lorsque j'écris, moi, par exemple, le soir, je suis content d'avoir écrit mon chapitre, d'avoir répondu à mes objectifs du jour. Donc, je trouve que c'est un succès personnel. Après, il y a le succès, le fait de vendre des livres, par exemple, le succès de faire passer des émotions. Donc, par exemple, quand je rencontre des ados qui ont bien aimé mon livre et qui disent ah j'ai bien aimé ce passage-là, j'ai bien aimé ce passage-ci, je me suis posé des questions sur tel ou tel personnage, eh bien je suis content parce que c'est aussi un succès parce que j'ai réussi
à faire passer ce que je voulais faire passer. Donc il y a différentes formes de succès. Après, quand on écrit, moi par exemple, c'est pas pour plaire à un maximum de personnes. J'espère que certains lecteurs vont aimer ce que j'ai écrit. Après, on peut pas faire non plus à tout le monde, mais je cherche pas non plus à vendre des milliers et des milliers de livres. Donc, non, il faut rester humble et le succès, ça doit rester juste de plaire à tel lecteur plus tel lecteur. Prof, etc. On arrive au terme de cet échange et je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Donc là, c'est mon vœu égoïste, c'est Oui. ça. Il faut que je pense qu'à moi. Je dirais, alors déjà, je me souhaite déjà d'être en bonne santé pendant les 2 dernières prochaines années. Après, je me souhaite évidemment de pouvoir revenir rencontrer les lecteurs, parce que le livre est sorti là, au mois d'octobre. J'aimerais bien rencontrer des personnes, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des collégiens donc de mon propre établissement. Mais j'espère pouvoir venir à la rencontre des lecteurs aussi bien chez moi en Picardie que dans le Nord, qu'en France en fait. Donc j'espère que des libraires aussi vont s'intéresser à mon livre. J'espère que des gens vont s'enthousiasmer pour le livre. Donc voilà ce que je me souhaite, c'est que la saga intéresse le plus de monde possible et que je puisse venir à la rencontre de tous les lecteurs. Merci Nicolas d'avoir accepté de vous livrer à mes questions. Merci à vous, c'est un plaisir. Vous pouvez retrouver les détails sur Team Pocket, le premier tome de la saga de Nicolas, en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, venez m'offrir des étoiles 5 de préférence sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pourrez également y laisser votre commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.